Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Orientez-vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre voyage dans l'histoire du Moyen-Orient avec une vidéo consacrée à l'Empire abbasside. Pour mieux la comprendre, je vous invite à aller voir ma vidéo consacrée au califat omeyyade. Nous en étions restés en 750, au moment où les Omeyyades se font renverser par une révolution menée au nom des Al-Abbas. Le califat abbasside va être proclamé. Il va durer 5 siècles et va connaître des moments de gloire comme des périodes de grandes difficultés. Le califat abbasside va principalement briller pendant ses 2 premiers siècles d'existence. Ensuite, le morcellement de son territoire et les querelles politiques vont affaiblir son pouvoir, et même mener à la coexistence d'autres califats autodéclarés ailleurs. Mais parlons d'abord des premières années du califat. Il faut savoir que la révolution menée par les Al-Abbas était multiforme. Elle provenait surtout des Mawalis, les musulmans fraîchement convertis, pour une large partie d'origine perse. Les Al-Abbas avaient également largement rallié à leur cause les chiites, en jouant sur un sentiment partagé avec eux, qui est que le pouvoir doit revenir aux descendants directs du prophète. Mais pour autant, le califat abbasside va mettre en place un pouvoir sunnite et non pas chiite. Pour comprendre ça, il faut à nouveau revenir à la généalogie du prophète. Muhammad avait 2 oncles, Al-Abbas, dont la descendance a donc pris le pouvoir, et Abu Talib, dont le fils est Ali, le 4e des califes bien guidés. Les descendants des 2 oncles du prophète semblent donc a priori être autant légitimes à accéder au pouvoir. Mais selon les chiites, le fait que Ali ait été marié à Fatima, la fille du prophète, et qu'il ait eu avec elle 2 fils, lui confère de fait plus de légitimité. Évidemment, reconnaître ça pour les descendants des Al-Abbas constituerait presque un aveu de leur manque de légitimité sur le trône. Les chiites vont donc, pendant le califat abbasside, rester une population marginalisée, voire même persécutée. Dans les premières années de l'Empire, les califes abbassides ne vont pas exercer un pouvoir très différent de celui de leurs prédécesseurs. Ils vont surtout jouer sur le fait de dénoncer l'impiété des Omeyyades et mettre en avant leur propre conscience religieuse. Quelques califes abbassides vont tout de même marquer l'histoire de l'Empire. Le calife Al-Mansour, par exemple, va décider de déplacer la capitale en fondant la ville de Bagdad, qui va rayonner mondialement au fil des siècles. Le calife Haroun al-Rachid est surtout connu dans la littérature à travers les Mille et une nuits, et également parce qu'il aurait entretenu de bonnes relations diplomatiques avec Charlemagne. La légende raconte même qu'Haroun al-Rachid aurait envoyé un éléphant blanc comme cadeau à Charlemagne. Si l'anecdote paraît amusante, il faut quand même garder en tête que, contrairement à l'idée largement répandue dans nos sociétés, le grand empereur à cette époque, ça n'est pas Charlemagne. L'empire d'Haroun al-Rachid est bien plus vaste et bien plus peuplé que celui des Carolingiens. Il n'y a qu'à regarder par exemple la population de Bagdad, qui comptait plusieurs centaines de milliers d'habitants. Et le chiffre peut même atteindre, selon certaines estimations, 1 million. À titre de comparaison, à la même époque, la ville de Rome, qui est la plus peuplée d'Europe, compte environ 30 000 habitants. En parlant de Bagdad, il faut savoir que la ville va très rapidement devenir un centre culturel, économique et scientifique au rayonnement mondial incroyable. Cela va être notamment vrai pendant le califat d'Al-Mamoun, qui démontre un réel intérêt pour la science et la philosophie. Sous Al-Mamoun, les traductions de textes grecs vers l'arabe vont se multiplier. Al-Mamoun va chercher à interpréter le Coran par un vocabulaire qui passe par la philosophie grecque, qui est une des caractéristiques d'un courant de l'islam que l'on nomme le murtazilisme. Cela va entraîner des réactions très vives à Bagdad et au sein de l'Empire, et notamment de la part des théologiens sunnites. C'est pendant les débuts du califat abbasside qu'ils vont développer les 4 grandes écoles juridiques du sunnisme. Ces 4 écoles présentent des interprétations différentes des textes sacrés, et on aura l'occasion d'y revenir. Mais en tout cas, la pensée sunnite se construit et se rassemble dans l'idée de lutter contre la volonté du pouvoir abbasside d'accaparer l'interprétation du dogme musulman. Les hommes de religion, appuyés par une large partie de la population de Bagdad, vont faire reculer le pouvoir et affirmer l'une des caractéristiques principales du sunnisme d'aujourd'hui. Personne, et surtout pas l'État, n'est autorisé à interpréter le corpus des textes sacrés de l'islam. Les sunnites n'accordent ce droit qu'aux dits du prophète et de ses compagnons, transmis à travers les hadiths, qui forment le corpus de la Sunna. C'est à partir de là que se fonde la charia, la loi de l'islam, et la façon dont les musulmans doivent se conduire, y compris les califes.
Le rayonnement mondial de Bagdad entraîne une réelle expansion économique de l'Empire abbasside. La navigation en Méditerranée et au sein du Golfe Persique fait fleurir le commerce, et certains marchands vont même jusqu'en Chine. On observe une concentration des populations dans les grandes villes du califat, où les marchands s'enrichissent et où l'on voit se former une sorte de société de consommation, où la notion de luxe devient de plus en plus importante. Le pouvoir judiciaire est aux mains des cadis, des juges qui sont nommés directement par le calife. La ville de Bagdad est également au cœur du pouvoir militaire de l'Empire. Sous le califat abbasside, l'armée n'est plus une armée de conquête et le territoire ne va pas s'agrandir. L'armée sert avant tout à protéger le calife et à s'assurer que les volontés de révolte soient réprimées. Pour ça, le calife ne souhaite pas que l'armée qui le protège soit arabe, par peur d'un renversement du pouvoir, et préfère professionnaliser l'armée, qui se compose essentiellement de soldats esclaves d'origine turque, que l'on appelle les Mamelouks. L'enrichissement des villes profite ainsi largement à la militarisation de l'État et à la formation d'une bourgeoisie marchande dans les villes. Mais l'écrasante majorité de la population vit encore à la campagne, et le socle de l'économie, c'est encore l'agriculture et l'élevage. Le développement des grandes villes creuse les inégalités entre villes et campagnes, et on observe une aggravation de la misère paysanne, notamment à cause des impôts qui enrichissent les villes. Au fur et à mesure, l'Empire abbasside va voir des revendications d'indépendance fleurir un peu partout sur son territoire, ce qui va considérablement affaiblir le pouvoir politique du calife. L'une des forces des califes abbassides aura été de chercher à déléguer les pouvoirs politiques, civils et fiscaux au sein de l'immense territoire qu'ils contrôlent. Rapidement, ce sont les vizirs qui acquièrent des pouvoirs civils et politiques, tout en jurant fidélité au calife. Mais à partir du Xe siècle, cette force va devenir une faiblesse. Les problèmes politiques vont s'accroître et l'empire va se morceler. Tout en reconnaissant la symbolique religieuse du calife, les gouverneurs des provinces les plus éloignées vont profiter des velléités d'indépendance et mettre en place des dynasties de vizirs locales un peu partout dans l'empire. Mais dans certains territoires de l'empire, ces volontés d'indépendance vont même aller plus loin et conduire à la proclamation de deux autres califats, le califat fatimide et le califat de Cordoue. Le califat fatimide est fondé en 909 par Ubayd Allah al-Mahdi, en Ifriqiya, une région qui correspond actuellement à la Tunisie. La particularité du califat fatimide est d'être d'obédience chiite ismaélienne. Qu'est-ce que le chiisme ismaélien? Il faut savoir qu'au 8e siècle, quelques années après la prise du pouvoir par les Abbassides, le chiisme va connaître une division entre deux groupes. À la mort du 6e imam chiite, Jafar, un doute persiste sur le fait que son fils aîné, Ismaïl, soit mort avant lui ou non. Les chiites ismaéliens vont défendre l'idée que, s'il s'avère qu'Ismaïl est mort avant son père, l'imama devrait revenir à son fils, Muhammad ibn Ismaïl. Un autre groupe de chiites va affirmer que l'imama devrait plutôt revenir à Mousa al-Kazim, le frère cadet d'Ismaïl. Ils vont constituer un siècle plus tard un autre courant chiite, dont on aura l'occasion de reparler dans une prochaine vidéo consacrée aux différents courants de l'islam. Quoi qu'il en soit, Muhammad ibn Ismaïl, plébiscité par les Ismaéliens, va devenir un imam caché à Bagdad, pour ne pas s'attirer les foudres du calife. Les imams cachés vont se succéder, et le quatrième d'entre eux n'est autre que Ubayd Allah al-Mahdi, notre fondateur du califat fatimide. Au fait, on parle de califat fatimide tout simplement parce qu'il se revendique de la lignée d'Ali et de la fille du prophète, Fatima. Les califes fatimides vont mener des expéditions et vont notamment conquérir l'Égypte en 969, date à laquelle est fondée la ville du Caire, qui deviendra la capitale. Mais les Fatimides vont rapidement perdre les territoires conquis, soit du fait de dynasties locales qui ont prêté allégeance au califat abbasside, mais également à cause des croisades menées par le royaume franc. En 1171, le califat fatimide est renversé par Saladin, pourtant vizir du calife fatimide al-Hadid, mais qui finit par prêter allégeance au califat abbasside. Saladin va ensuite briller par ses combats contre les croisés et sa participation à la reconquête de Jérusalem en 1187. Le califat de Cordoue est proclamé en 939 par Abd al-Rahman III dans la région d'Al-Andalus, qui correspond actuellement à l'Espagne. Vous vous souvenez qu'en 750, après le massacre des Omeyyades par les Abbassides, le prince omeyyade Abd al-Rahman Ier s'enfuit de Damas et se réfugie en Espagne, où il fonde l'émirat de Cordoue, qui devient indépendant en 756.
Pendant ces 2 premiers siècles, l'émirat conserve une totale autonomie politique, économique et militaire, mais est religieusement rattaché au califat abbasside. Au Xe siècle, l'affaiblissement du pouvoir abbasside, avec la proclamation du califat fatimide, sont perçus par Abd al-Rahman III comme une occasion de restaurer la grandeur du califat omeyyade à Al-Andalus. Le califat de Cordoue va connaître quelques épisodes de conquête territoriale et de combats au Maghreb, où il se heurte au califat fatimide, mais également au nord de l'Espagne contre les chrétiens. Un personnage va s'illustrer dans les expéditions menées contre les chrétiens. C'est Al-Mansour, vizir du calife de Cordoue. Il va s'emparer du pouvoir à la fin du Xe siècle, ce qui va conduire à sa mort en 1002 à une véritable guerre civile qui va précipiter la chute du califat de Cordoue. En 1031, le califat éclate et est partagé en 23 petits territoires indépendants. Même s'il n'a duré qu'un siècle, le califat de Cordoue brille dans l'histoire par son éclat culturel et intellectuel, mêlant influence occidentale et orientale. Le califat abbasside va quand même garder une partie du territoire à l'est, et les califes abbassides vont réussir à se maintenir malgré la perte de l'exercice du pouvoir politique. Même à Bagdad, le pouvoir politique est exercé par les militaires, et les plus hautes fonctions de l'État sont parfois aux mains d'ethnies non arabes, voire même de communautés chiites, avec les Bouyides par exemple. À partir de 1055, les Turcs seldjoukides prennent le pouvoir à Bagdad et monopolisent les fonctions de sultan, qui remplacent désormais la fonction d'émir. En fait, les califes abbassides vont avant tout garder leur grandeur symbolique et religieuse, tout en restant dans leur palais où ils mènent une vie faste et luxueuse. Au total, ce sont 37 califes abbassides qui se succèdent sur 5 siècles, avec un impact et une durée de règne variable. Même les conquêtes mongoles, qui vont balayer l'empire abbasside et détruire Bagdad en 1258, ne vont pas conduire à la suppression de la dynastie abbasside. Les califes abbassides vont continuer d'exister en se réfugiant en Égypte et en vivant sous la tutelle des Mamelouks, leurs esclaves quelques siècles auparavant. Ce n'est qu'en 1517 que la dynastie abbasside va réellement s'éteindre, lorsque les Ottomans vont conquérir une large partie du Moyen-Orient. Il faut d'abord retenir que c'est sous l'Empire abbasside que va réellement se constituer la pensée sunnite, avec la fondation de ses 4 principales écoles juridiques. Une très grande partie des écrits de la pensée musulmane provient de la période abbasside, si florissante au niveau intellectuel et aussi scientifique. Les premiers siècles d'existence du califat abbasside sont considérés par de nombreux historiens comme l'apogée de l'empire de l'islam, qui a rayonné partout dans le monde et qui fait encore aujourd'hui partie des plus grands empires que notre histoire a connus. Voilà, c'est tout pour cette histoire un peu condensée de l'empire abbasside. Évidemment, il y a beaucoup d'éléments que j'ai dû raccourcir ou même enlever, alors n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je revienne en détail sur certains points. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!